Bonjour tout le monde. Bonjour pour cette avant-dernière conférence sur l'immunité spécifique et particulièrement les lymphocytes T. Nous avons parlé justement de cette sélection des lymphocytes T qui est extraordinaire, que nous allons découvrir ensemble, et le rôle de ce thymus qui, d'après la majorité des scientifiques, commence à perdre de ses activités à la puberté, et comment ces cellules T, comment cette sélection va nous éviter pas mal de pathologies, particulièrement celles que nous avons citées tout à l'heure, les maladies auto-immunes. Donc nous allons parler des lymphocytes T. Les lymphocytes T sont sélectionnés donc au niveau du thymus, cet organe qui occupe bien sûr une partie de la cage thoracique, qui est formé de deux lobes, un lobe bien sûr droit et gauche. Et quand on fait une coupe transversale, on trouve une partie corticale, donc une partie médulaire. Et dans cette partie corticale et médulaire vont se faire les deux sélections, la sélection dite positive et la sélection dite négative. Et justement, nous allons les détailler. Le thymus, les cellules pro-T médulaires, c'est-à-dire qui viennent de la moelle osseuse ou prothémocytes, colonisent le thymus. Le thymus est un organe lympho-épithélial constitué de deux lobes séparés par une cloison et entouré d'une capsule. Chaque lobe thymique est divisé en lobules par des travées conjonctives. L'irrigation est assurée par des vaisseaux provenant des artères thoraciques. Chaque lobe comprend deux zones. Une zone périphérique, le cortex, peuplé de thymocytes corticaux qui sont produits par la multiplication des prothymocytes de la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse nous produit des bébés thymocytes qu'on appelle les prothymocytes qui arrivent dans le thymus et qu'on les appelle les thymocytes corticaux. Et enfin, une zone médulaire, c'est-à-dire centrale, qui contient en densité plus faible. Donc, on va surtout insister sur cette notion en densité plus faible, de lymphocytes T matures et différenciés. Donc, dans la zone périphérique, on a les thymocytes corticaux en nombre très élevé, et dans la zone centrale médulaire, on a des lymphocytes T matures et différenciés. On trouve tant dans la corticale que dans la médulaire des cellules épithéliales, des cellules dendritiques et des macrophages. Finalement, le thymus est une école qui va recevoir des étudiants qui vont subir une sélection. Mais pour ça, bien sûr, il faut qu'il y ait une logistique. La logistique, c'est-à-dire tout ce qui est restauration, l'alimentation, est assurée justement par les cellules épithéliales. Et les instructeurs, les enseignants, sont les cellules dendritiques et les macrophages. Les cellules épithéliales produisent des hormones thymiques qui influencent la maturation des thymocytes. C'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est essayer de produire et d'accompagner dans leur sélection ces cellules prothymocytes, thymocytes bien sûr, pour devenir des cellules T différenciées. Les cellules dendritiques sont les instructeurs avec les macrophages, sont des cellules présentatrices d'antigènes, CPA, et expriment donc les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité CMH classe 1 et CMH classe 2. Comme toute école, autant, au lieu de ramener deux enseignants qui parlent deux langues, on ramène un enseignant qui est bilingue. Et finalement, on a ramené des cellules à la fois nucléées, donc elles ont CMH classe 1, et à la fois professionnelles, donc CMH classe 2. Donc les meilleures cellules, c'est les cellules dendritiques et macrophages. Elles ont toutes les deux la capacité de produire en même temps CMH classe 1 et CMH classe 2. En migrant du cortex vers la médulaire, le thymocyte cortical se différencie progressivement, exprimant à chaque étape des protéines de surface, ce qu'on appelle les CD, Cluster of Differentiation. Le thymocyte cortical est mature, exprime le CD1, CD4 et CD8. Il est triplement positif, double ou triplement positif selon les auteurs. Ici, on va le considérer comme étant CD1, CD4, CD8. Le thymocyte médulaire, c'est-à-dire celui qui est mûr, n'exprime plus de CD1 et les CD1 négatifs. Il possède un récepteur TCR, T-cell receptor, spécifique d'un déterminant antigénique, et il exprime le CD3, soit le CD3 avec le CD4, soit le CD3 et les CD8. Autrement dit, une cellule T mature est CD3 positif, CD4 positif, ou CD3 positif, CD8 positif. Elle n'est jamais triplement positive. Alors qu'une cellule immature,
elle est CD1, CD4, CD8. Une cellule mature est CD3, CD4 ou CD3, CD8. La sélection thymique. Les récepteurs TCR étant produits au hasard des recombinaisons génétiques, il existe un risque que certains d'entre eux reconnaissent les antigènes du soi comme étranges. Pour éviter justement de tomber dans ces maladies auto-immunes où les antigènes du soi sont considérés comme étrangers, une telle reconnaissance aurait comme conséquence une autodestruction des cellules de l'individu par son propre système immunitaire. Chose que on ne voudrait jamais que ça ne se produise. Et les cellules qui risquent de commettre cette erreur sont directement éliminées. Les thymocytes porteurs de tels récepteurs doivent être éliminés. C'est la sélection thymique qui se déroule en deux phases. Les TCR des lymphocytes donc le TCR, la première sélection, doit reconnaître en même temps un épitope associé à une molécule de CAMH de classe 1 ou classe 2. La sélection des lymphocytes se fait en deux temps. La première sélection, elle est dite positive, c'est-à-dire pouvoir reconnaître le CAMH. Donc finalement, les instructeurs bilingues vont se présenter pour une première sélection. Ils présenteront les CAMH, même si les CAMH sont porteurs d'antigènes, mais la question, la première, êtes-vous capable, ces cellules disent à ces prothymocytes, êtes-vous capable de reconnaître le CAMH? Êtes-vous capable de vous fixer à ce CAMH pour se stabiliser et stabiliser la relation? Une sélection positive dans le cortex qui sélectionne les thymocytes corticaux capables de reconnaître les molécules de CAMH. Les cellules du thymus sont porteuses des molécules de CAMH et vont les présenter au TCR. Si le TCR ne reconnaît pas la molécule, il n'arrive pas à l'identifier, c'est quoi cette structure, qu'elle soit une ou deux, il est éliminé par apoptose. Il va mourir parce qu'il n'arrive pas à reconnaître ce lieu d'ancrage, cette molécule d'ancrage. Si le TCR reconnaît la molécule de CAMH, il est conservé et il a déjà passé le premier test. Donc la première question, êtes-vous capable de reconnaître? Donc d'après vous, quel est le degré de sélection les plus durs, je dirais que nous sommes en face d'une sélection à 50%. Il vient de la moelle osseuse, le thymus les abrite et 50% des cellules vont passer le test. Eh ben, la sélection des lymphocytes est impressionnante. 5% des lymphocytes seulement sont conservés. 95% sont éliminés. Le thymus nous donne une leçon extraordinaire. Pour éviter justement que nous souffrions, que nous allons avoir des maladies auto-immunes, il va tout faire pour ne laisser passer que les cellules qui seront réellement compétentes. Même, c'est pas lui qui les produit, c'est la moelle osseuse qui produit les lymphocytes ou les bébés lymphocytes. 2, il n'est pas là pour accompagner les individus à la puberté, il va pratiquement cesser de fonctionner correctement. Donc systématiquement, il va nous laisser un héritage noble, un héritage extraordinaire qui va nous accompagner. Ces 5% qui sont maintenant des thymocytes corticaux vont passer en densité plus faible, puisqu'il y a eu 95% qui sont éliminés, pour passer le deuxième test. Les lymphocytes qui ont reconnu une molécule CAMH de classe 1 deviendront des lymphocytes CD8 positifs. Ceux qui ont reconnu une molécule de CAMH classe 2 deviendront des lymphocytes CD4. Donc, ceux qui ont réussi et qui ont reconnu la molécule CAMH classe 1 deviennent des CD8. Ceux qui ont reconnu la molécule CAMH classe 2 deviennent des CD4, et c'est là où vont naître les CD4 et les CD8. Les lymphocytes conservés migrent ensuite vers la médullaire. Et le deuxième test, c'est la sélection dite négative. Cette fois-ci, on va leur présenter l'antigène sur le CAMH, 1 ou 2, mais on va leur dire, êtes-vous capable de le reconnaître? Mais quel type d'antigène en réalité? Est-ce qu'on va leur présenter l'antigène du soi ou de non-soi? Normalement, on devrait leur présenter l'antigène de non-soi pour leur dire, voilà, ça c'est un microbe, vous allez vous le rappeler. Ça c'est un germe, ça c'est un antigène. Mais en réalité, non. On va leur présenter les auto-antigènes. Une sélection négative
dans la médullaire qui élimine par apoptose les thymocytes reconnaissant les auto-antigènes. Pourquoi on nous présente les auto-antigènes? Premièrement, parce qu'on ne pourra jamais présenter les antigènes étrangers. Aucun organisme dans le monde ne peut contenir dans l'espace tous les antigènes qui existent sur cette planète. Impossible dans l'espace. Et deux, aucun organisme ne peut prédire de quoi serait fait demain en matière d'antigènes étranges. Avant décembre 2019, personne n'avait parlé de coronavirus, Covid-19. Et donc, comme on ne peut pas prédire, il va y avoir d'autres agents infectieux. Donc, ça ne sert à rien de présenter le non-soi si le non-soi est variable. Par contre, le soi est stable. Et je donne toujours une explication. Ce jeune enfant d'une dizaine d'années, il va passer les vacances chez ses grands-parents à la montagne et sa mère lui dit ne va pas fréquenter, tu ne vas pas aller avec les étrangers. Il va chez son grand-père et lui dit ma mère m'a dit de ne pas aller avec les étrangers. Mais moi, les étrangers, je les connais pas. Son grand-père, même si le village, il comporte 30 individus, il ne pourra jamais lui faire rappeler les 30 individus et encore moins prédire quelles personnes vont venir demain, même de passage. Alors, il va trouver la solution toute faite, toute simple. Il va lui dire, votre grand-mère, votre grand-père, votre oncle et votre tante sont les 4 de votre famille. Tout le reste est étranger. Même si l'étranger demain, les 30, il y aura 35, ce sera des étrangers, et ce jeune homme ne pourra pas encore faire l'effort de se rappeler de tout le monde, il va se rappeler des 4. C'est exactement ce qu'on va dire à ces cellules T. On va leur dire, rappelez-vous de l'auto-antigène et vous allez déduire l'antigène étranger. C'est extraordinaire comme moyen pour que ces cellules se rappellent. Si le TCR reconnaît, et là, reconnaître, faites attention, c'est-à-dire il va se fixer, il va s'agripper. Alors, on a dit qu'il ne faut pas s'arrêter. Ça veut dire qu'il l'a pas malheureusement reconnu comme étant du soi, il sera éliminé. Si le TCR reconnaît le complexe dans le sens reconnaissance, c'est-à-dire dans le sens s'arrêter pour enclencher une réaction grave, il est éliminé. Si le TCR ne reconnaît pas la molécule, parce que c'est du soi, il sera conservé. Donc sur les 5% qui ont été conservés, encore peut-être 50% ont été éliminés, autrement dit, ne restent dans le thymus comme cellules T matures qui sont venues de la moelle osseuse, peut-être que 3%. C'est extraordinaire. Et voilà un schéma. Dans la partie corticale, nous avons CD3 négatifs, CD4 négatifs, CD8 négatifs. Après, ils deviennent CD3 positifs, CD4 positifs, CD8 positifs. Tout à l'heure, j'ai parlé de CD1 immature, mais sur cette planche, ça ne figure pas. Et après, ils vont subir le test. Ceux qui ont reconnu la molécule CMH classe 2, ils deviennent CD3 positifs, CD4 positifs, CD8 négatifs. Ceux qui ont reconnu la molécule CMH classe 1, ils deviendront CD3 positifs, CD4 négatifs, CD8. On ne trouvera jamais une cellule T mature CD4, CD8 positif. Elle est ou bien CD4 positif, CD8 négatif, ou bien CD4 négatif, CD8 positif. Ils vont quitter. Les lymphocytes conservés sont des lymphocytes immunocompétents qui ont mérité leur diplôme, leurs compétences, et ils vont quitter le thymus pour aller coloniser les organes lymphatiques, les ganglions, la rate, les amygdales et les plaques de Peyer. Le thymus ne possède pas de circulation lymphatique, de sorte que les lymphocytes T qui sont sortis n'y reviennent jamais. Encore une autre leçon, les lymphocytes T immunocompétents qui quittent le thymus ne peuvent jamais revenir. Nous, on a cette chance de faire des cours, parfois des recyclages, aller demander à son prof, poser une question. Les lymphocytes T ne peuvent plus revenir, sont immunocompétents, ils vont se débrouiller et ils devraient faire normalement leur job convenablement. Le thymus subit à partir de la puberté une évolution très progressive mais ne disparaît jamais complètement. Alors, les cellules T naissent comme toutes les cellules au niveau de la moelle osseuse, à partir des cellules souches. Elles sont au début doublement négatives, CD4, CD8 négatifs, puis elles deviennent de pré-T, elles deviennent doublement positives, CD4, CD8, et elles vont subir la première sélection dite positive. Êtes-vous capable de reconnaître la molécule CMH? Ceux qui ont reconnu la molécule CMH classe 2 deviennent des CD4 positifs.
Ceux qui ont reconnu la molécule CMH classe 1 deviennent des CD8 positifs. Ceux qui n'ont pas pu reconnaître ni la 1 ni la 2 seront éliminés par apoptose. Et là, 95% de toutes ces cellules seront éliminées. La deuxième sélection négative, on leur demande, êtes-vous capable de reconnaître, bien sûr, d'identifier le soi. Ceux qui s'arrêtent, voilà, qui risquent d'enclencher une réaction sont éliminés. La sélection est dite négative et dans ce cas-là, il ne reste que pratiquement 3%. La signification physiologique de la présentation de l'antigène. Il est attendu que cette précision dans la régulation des systèmes de dégradation des protéines antigènes et leur présentation joue un rôle important dans la stimulation de la réponse immunitaire contre le CMH1, contre le CMH2. L'avantage de la restriction des récepteurs des cellules T aux peptides associés au CMH permet aux cellules T de ne reconnaître et ne répondre qu'aux antigènes associés aux cellules. On a dit, à chaque CMH, il y a en face une cellule T. Les CMH ne se jetent pas à l'intérieur des cellules où les antigènes des pathogènes intracellulaires phagocytés sont présents. En faisant la différence entre les CMH classe 1 et classe 2, dans la présentation des antigènes, le système immunitaire répond aux microbes intracellulaires et extracellulaires de la meilleure manière pour combattre ces microbes. Donc, il y a vraiment une extraordinaire coordination et on va voir ici cette relation CMH-cellule T. CMH classe 2, présenté par les cellules présentatrices d'antigènes, les éboueurs de l'organisme, les macrophages, qui filtrent le sang, qui se trouvent aussi bien sûr dans les ganglions, mais ils se trouvent dans tous les tissus. On a vu les cellules de Kupffer, les macrophages alvéolaires, les macrophages hépatiques, rénaux et tout, qui vont essayer de phagocyter. Ils vont capturer les microbes extracellulaires, les présenter à la cellule T. La cellule T va sécréter des cytokines pour les activer, pour détruire ces microbes et alerter le système immunitaire. Les cellules B sont des cellules présentatrices d'antigènes, capturent les microbes dans les ganglions, dans la rate, et ces cellules B vont présenter à la T helper pour lui dire, permettez-nous de produire de meilleurs anticorps. On parle de ce Covid, IgM, IgG. Pourquoi on passe à IgG? Parce qu'il y a une interaction TB qui permet à ces cellules B de produire des anticorps spécifiques. Helper. Vous voyez la cellule helper. Elle aide les macrophages et les cellules B. CMH classe 1, c'est une cellule infectée. Toute cellule qui a un noyau qui est infectée, elle va présenter l'antigène du soi, bien sûr, l'antigène, infectieux à la cellule T8 qui va le reconnaître et qui va tuer cette cellule avant qu'elle ne soit détruite par le microbe. Voilà nos cellules bilingues, cellules présentatrices d'antigènes. Avec un bras, elles présentent le CD4. Bien sûr, c'est le CMH classe 2 au CD4. La CD4, on a dit qu'on mobilise une cellule sur 100 000. Elle va premièrement sécréter ses propres cytokines, interleukine et l'interleukine 2, et grâce à l'interleukine récepteur, ce qu'on appelle action autocrine, elle va se cloner pour compenser le déficit et elle va se différencier, synthétiser des cytokines, activer les macrophages, les cellules B et toutes les autres cellules, et il y aura bien sûr des cellules mémoire. La T8, grâce au CMH classe 1, elle va encore s'activer, s'auto-activer grâce à l'interleukine 2 et l'interleukine 2 récepteur, se cloner, augmenter le nombre, et produire des cellules effectrices qui vont tuer les cellules cibles et produire les cellules mémoire. Ces cellules T, on a vu dans le cas de Covid, on parle de cellules, la réponse immunitaire cellulaire. C'est grâce à ces cellules mémoire qu'on arrive à se rappeler justement de cet agent et qui nous permet d'aller, donc les anticorps, certes on en a, mais aussi des cellules T qui vont nous permettre d'éliminer l'agent infectieux, donc au niveau de la source, et surtout avoir des cellules T4 qui vont permettre de sécréter des cytokines pour essayer de contourner l'infection. Donc, fonction des molécules de classe 2. L'ensemble est reconnu par les lymphocytes auxiliaires comme faisant partie de non-soi. Bien sûr, la molécule, elle présente un peptide de non-soi puisqu'il est présenté par une cellule présentatrice d'antigènes, ce qui entraîne l'activation et le début de la réaction immunitaire. Et là, on aura les cellules, bien sûr, CD4, qui vont se différencier en TH1 et TH2, et on va voir quelles sont les cytokines sécrétées et surtout le rôle de ces cytokines.
Les cellules CD4 peuvent se différencier en deux classes qui vont produire des cytokines différentes et qui vont jouer des rôles différents. Les deux classes de ces CD4, helper, TH1 et TH2, type 1 helper et type 2. CD4 TH1. Les cytokines produites par les TH1 sont l'interféron gamma par excellence. Il y a d'autres cytokines bien sûr qui seront produits. Donc l'interféron gamma active les macrophages et les cellules B pour la production des anticorps qui permettent la phagocytose des microbes. TH1, les macrophages et les cellules dendritiques répondent aux bactéries et aux virus en produisant la cytokine interleukine 12. En effet, le macrophage, quand il capture une bactérie ou un virus, il va certes présenter à la cellule T, H0, en lui sécrétant l'interleukine 12, la cellule TH0 devient TH1. Quand les cellules T reconnaissent l'antigène de ces microbes qui est présenté par ces mêmes cellules, elles deviennent exposées à l'interleukine 12. Et en devenant exposées à l'interleukine 12, elles vont se différencier en cellules TH1 qui vont produire l'interféron gamma. Donc finalement, il y a un feedback positif. Le macrophage capture, présente, synthétise l'interleukine 12, la cellule TH0 reçoit, est exposée à l'interleukine 12, elle devient sécrétrice d'interféron gamma et elle va synthétiser pour le macrophage pour qu'il puisse détruire. L'interféron gamma va activer les macrophages pour tuer les microbes. CT4-TH2, les cellules TH2 produisent l'interleukine 4 qui stimule la production des IgE et l'interleukine 5 qui active les éosinophiles. Les cellules TH2 activent la réponse contre les parasites comme les helminths. Maintenant, comment la cellule TH0 devient TH2? Quand l'agent infectieux ne va pas permettre la sécrétion de l'interleukine 12. Donc, vous voyez que ces cellules qu'on appelle les boueurs, les macrophages et les cellules dendritiques, elles jouent un rôle prépondérant dans l'orientation de la réponse immunitaire spécifique. S'il n'y a pas d'interleukine 12, la cellule, par défaut, va devenir TH2. Et en recevant aussi l'interleukine 4, elle deviendra TH2 par d'autres sources. Et c'est comme ça qu'il y a la naissance de cette cellule TH2, dont on a besoin dans la réponse humorale, on en a besoin dans la réponse antiparasitaire, mais malheureusement aussi, elle est impliquée dans les inflammations et particulièrement surtout dans les allergies. L'interleukine 4 va provoquer la différenciation des cellules T en TH2 et on va voir ici si quand le macrophage capture un microbe, par exemple virus ou bactérie intracellulaire, il va présenter, mais surtout, il va sécréter l'interleukine 12 et la cellule T, helper 0, elle devient TH1. Quand il capture un parasite, il va le présenter certes, mais il va s'empêcher de sécréter l'interleukine 12. Et d'autres sous-cellules, telles que les basophiles, peuvent produire l'interleukine 4 et la cellule TH0, elle devient TH2, elle-même sécrétrice d'interleukine 4 et d'interleukine 5. Donc, la présence d'interleukine 12 associée à la présentation nous permet d'avoir TH1. L'absence d'interleukine 12 va systématiquement nous donner des cellules TH2. Et voilà, cette cellule, elle a capturé, présenté, sécrété l'interleukine 12, elle devient TH1. Les cellules helper deviennent TH1, sécrètent l'interféron gamma qui va activer les macrophages et activer les cellules B à produire des IgG dont on a besoin. Si maintenant on a un parasite, il y a présentation, il n'y a pas de sécrétion d'interleukine 12, la cellule TH0 devient TH2, elle va sécréter l'interleukine 4 qui permet aux cellules B de produire des IgE qui permettent, dans le cas de parasitaire, d'activer les éosinophiles et les mastocytes, et l'interleukine 5 qui va nous permettre de recruter les éosinophiles dont on a besoin. C'est extraordinaire, cette communication entre l'immunité innée et l'immunité spécifique, et on a ici un petit rappel de l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. La cellule présentatrice bilingue, CMH classe 2, CMH classe 1, CMH classe 2, elle présente aux cellules CD4, bien sûr, TH0, qui vont sécréter l'interleukine 2 pour se cloner. Elles vont recevoir l'information interleukine 4 et elles vont devenir TH2. Elles vont elles-mêmes sécréter l'interleukine 4 pour produire, activer la réponse immunitaire humorale, qui va nous permettre d'avoir des IgM et des IgG et des IgE et des IgA.
Et aussi, on aura des cellules CD4 qui vont aller recevoir l'interleukine 12 et elles vont devenir TH1 et elles vont aller surtout nous permettre de sécréter l'interféron gamma pour booster la réponse immunitaire cellulaire. Et remarquez, elles vont aussi sécréter l'interféron gamma pour pousser ces cellules B à aller dans la voie IgG, par exemple. Les CD8, en recevant l'information, elles vont sécréter l'interleukine 2 pour s'autostimuler, mais elles vont aussi se différencier et nous donner la réponse immunitaire cellulaire active, bien sûr, effectrice et mémoire. Et c'est comme ça qu'il y a naissance de la réponse immunitaire humorale et réponse immunitaire cellulaire. Les cellules T helper, donc c'est des H. Donc en sécrétant l'interleukine 12, elle devient la cellule TH0 naïve, elle deviendra bien sûr TH1, qui va permettre surtout l'immunité tumorale, agir contre les microbes intracellulaires et bien sûr, malheureusement, impliquer dans l'auto-immunité. TH2, elle reçoit une source d'interleukine 4, elle va elle-même sécréter l'interleukine 4, 5, 13, elle agit surtout sur les germes extracellulaires, mais elle est impliquée dans les allergies à l'asthme. TH17, elle reçoit l'interleukine 21, bien sûr, et elle va elle-même produire l'interleukine 17 et l'interleukine 22 et 21. Et elle est impliquée un peu pas très dans l'immunité tumorale, mais elle est surtout dans la tolérance et les microbes extracellulaires et l'auto-immunité. Et enfin, les T régulatrices, qui jouent un rôle très très important, parce qu'elles peuvent aussi justement supprimer, elles interviennent dans l'immunité tumorale, elles permettent une certaine tolérance régulatrice et elles maintiennent l'homéostasie au niveau lymphocytaire. Voilà en gros ces cellules CD4, elles vont se différencier en TH1, sécrétant l'interféron gamma, TH2, l'interleukine 4, 5 et 13. Les T folliculaires, on va les voir, l'interleukine 21. Les TH17, elles jouent un rôle aussi important, même dans le Covid, et enfin les T régulatrices. Et voici les T folliculaires. On en a parlé de ces cellules B qui y résident et qu'elles vont communiquer avec les cellules T. Et c'est comme ça que se fait la coordination pour qu'il y ait ce qu'on appelle T-B-cell interaction. Donc la cellule B, elle a capturé, elle va présenter à la cellule C, à la cellule T, et il y a une communication qu'on appelle CD40, ligand CD40. Et il y a une communication. Et c'est grâce à ce CD40, ligand CD40 que le switch, c'est-à-dire que la cellule B, au début, elle est productrice d'IgM, et après, elle va devenir productrice d'IgG, ou d'IgA, ou d'IgE, grâce à cette communication. Et nous allons voir, lors de la dernière séance, la réponse immunitaire humorale, comment quand il y a un défaut de présentation, malheureusement, la cellule B deviendra prisonnière des IgM, elle ne pourra jamais synthétiser ni les IgG, ni les IgA, ni les IgE. Voilà, en gros, la cellule dendritique, elle présente à la cellule folliculaire, donc T-helper. La cellule folliculaire, elle se présente à la cellule B pour qu'elle lui donne l'instruction de changer de classe d'anticorps. Voici ce feedback positif. Donc, la cellule, elle capture le macrophage et il présente, bien sûr, sécrétone interleukine 12. Il permet à la cellule T naïve de devenir TH1, sécrétone interféron gamma active. Voilà. Comme ça, la boucle est pratiquement bouclée. Et bien sûr, nous avons ici un schéma, une planche qui explique très très bien malheureusement l'implication des cellules TH, mais cette fois-ci dans les allergies et dans l'asthme. Le pollen chez les sujets allergiques, la première fois, il est capturé au niveau bien sûr respiratoire par les cellules présentatrices d'antigènes, présenté à la cellule TH0, bien sûr chez les sujets allergiques terrain atopique, elles vont devenir TH2, elles vont sécréter l'interleukine 3, l'interleukine 5 et GM-CSF pour recruter des éosinophiles, et elles vont sécréter l'interleukine 4 qui va permettre aux cellules B de produire des IgE. Les IgE vont se fixer sur les mastocytes, et les mastocytes, bien sûr, n'attendent que la prochaine pénétration. C'est pour ça que les allergies deviennent de plus en plus fréquentes, parce que vous voyez que l'allergène, cette fois-ci, il a pris la voie courte, hein, et il va directement provoquer le cross-link entre les anticorps, les IgE, et il va provoquer la dégranulation, associé, bien sûr, malheureusement, avec les éosinophiles. Ils vont provoquer la production du mucus, qui est un danger presque mortel chez les asthmatiques,
qui peuvent suffoquer parce qu'ils n'arrivent plus à respirer correctement. Ici, nous avons une illustration pour mieux comprendre le rôle des cellules dendritiques, bien sûr, dans la capture et la présentation. Ça, c'est juste une animation qui montre un peu supposer des germes. Et voilà, vous voyez ici très très bien. Ça, c'est la paroi intestinale, donc c'est les villosités, et ça, c'est les cellules dendritiques. Vous voyez très très bien leurs dendrites, et on va supposer que ça, c'est des germes. Elles vont essayer, donc, premièrement, de capturer. Déjà, elles peuvent être activées juste par les molécules qui sont libérées et par ces signaux qui sont envoyés. Elles peuvent être activées par une capture, donc de l'antigène. Donc ça, c'est les modes d'activation des cellules dendritiques. Et voilà, ça, c'est des vibrations qui sont envoyées qui peuvent stimuler la cellule dendritique. Donc tous ces éléments d'activation des cellules dendritiques leur permettent de prendre un antigène, voici, le capture, et elles vont se déplacer vers les plaques de Peyer, qui sont l'équivalent donc de ces ganglions lymphatiques diffus. Dans les plaques de Peyer, il y a les cellules T et les cellules B. Elles vont se présenter comme cellules présentatrices d'antigènes vers les cellules T, toujours. Cellules dendritiques, CMH, cellule T. La cellule T a reçu le message, elle sait qu'il y a une infection. Elle va bien sûr se multiplier, mais aussi se présenter vers la cellule B et va ordonner à la cellule B la synthèse d'anticorps. Ici, c'est surtout les IgA qui vont quitter bien sûr la paroi intestinale, ils vont se retrouver dans la lumière intestinale pour essayer d'éliminer les agents infectieux avant qu'ils ne rentrent, qu'ils ne passent à l'intestin. Voilà un exemple parfait de cette coopération cellule immunitaire innée, cellule immunitaire adaptative T et B. Voilà, on a très très bien les anticorps ici, hein, les IgA qui vont jouer le rôle de sentinelle pour essayer de surveiller cette paroi intestinale. Le deuxième exemple, c'est de voir une infection, donc on en a déjà vu, mais comment un virus arrive à échapper justement au mécanisme donc, de défense en essayant de développer une voie de pénétration qu'on appelle la formation du syncytium. L'exemple ici, c'est le virus respiratoire syncytial qui touche tous les bébés entre 6 mois et 2 ans et touche tous les veaux. C'est pour ça qu'il y a la souche Human Respiratory Syncytial Virus, HRSV, et la Bovine Respiratory Syncytial Virus, dont les symptômes sont presque similaires. On voit très très bien ici le virus rentrer par voie respiratoire, c'est un peu comme le Covid. Il est inhalé et il va essayer de s'attacher donc aux cellules pour pouvoir y pénétrer. Donc il a deux protéines, une protéine d'attachement et une protéine de fusion. On le voit ici dans les voies respiratoires, il commence à s'attacher. Et il y a deux protéines, une en mauve et une verte, ou presque jaune. Donc il va commencer à s'attacher par cette protéine, la voici. Ça, c'est une protéine d'attachement. S'il n'y a pas cette protéine, ou s'il y a un vaccin contre cette protéine, ou des anticorps contre cette protéine, il ne pourra pas s'attacher, il n'y aura pas d'infection. La deuxième protéine verte, c'est une protéine de fusion. Voilà. S'il y a un vaccin contre cette protéine, ou des anticorps contre cette protéine, il ne va pas y passer. Cette cellule est déjà presque morte. Cette cellule est morte, et voilà. Il forme un syncytium, c'est-à-dire il va agglomérer, il va passer d'une cellule à une autre sans la faire éclater, et il y aura des cellules géantes. Qu'est-ce qui va se passer chez ce bébé? Malheureusement, il va y avoir restriction des voies bronchiques, la formation du mucus, d'un caillot muqueux, qui va empêcher la respiration, et le bébé va commencer à tirer, c'est ce qu'on appelle le wheezing. C'est comme ça que les médecins cherchent, quand ils font les stéthoscopes, ils le mettent sur le dos, ils vont remarquer que le bébé n'arrive plus à respirer parce qu'il y a du mucus qui va l'empêcher, et c'est pour ça qu'il aura des difficultés respiratoires. Voilà une forme d'infection, et aussi ça nous donne une idée comment chercher les vaccins. On cherche les vaccins contre les protéines les plus importantes et qui peuvent éventuellement neutraliser l'activité infectieuse d'un agent microbien. Donc, on va justement s'arrêter ici. La semaine prochaine, nous allons systématiquement aborder les lymphocytes B et nous allons voir justement cette transition qui est toute faite
avec les lymphocytes B, comment la réponse immunitaire humorale est faite, comment elle va interagir pour essayer de produire les meilleurs anticorps contre des antigènes appropriés. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir prochainement. Merci encore une fois.